Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis un demi-siècle, votre voix a fait de vous l'élu du public. Un coffret célèbre aujourd'hui ses noces d'or avec des chansons écrites par un homme de l'ombre qui est votre rayon de soleil. Bonjour Dave. Et bonjour. Et c'est vrai, bon, on vous retrouve toujours avec plaisir, et là avec un coffret célébrant vos noces d'or, avec Patrick Loiseau, votre auteur, avec un coffret de 4 CD parus chez Marianne Mélodie dont on va parler, qui vont être, ces chansons vont être le fil rouge de ce rendez-vous, puisqu'on va évoquer votre parcours à travers des dates clés comme d'habitude. C'est gentil. Oui, et en fait, les premières sont pas de Patrick Loiseau, sont Non, de non, mais- Dave. Eh bien justement, le 10 août 1968, il y a votre première télévision avec cette chanson. Si je chante en cet instant, c'est pour montrer que je sens l'amour pour toi, profondément. Alors c'est dans une émission de télévision qui s'appelle Salvador Playboy. Vous en souvenez? Ah bah évidemment, les premiers télés, c'est comme les premières fois qu'on couche. Ça s'oublie pas. Et c'était le prémisse les prémices des Salvador qu'on a vu ensuite à la télévision, avec une animatrice qui était une chanteuse de jazz qui s'appelait Betty Carter. Ah, ça j'ai oublié. Ah, voilà, et qui est une grande chanteuse, qui a été une grande chanteuse de jazz D'accord. aux États-Unis. Alors Salvador, il a été le premier finalement à vous donner votre chance à la télévision. Et écoutez, sa femme m'aime beaucoup, c'est peut-être grâce à ça. Parfois, Jacqueline. Jacqueline, Oui. exactement. Et mon disque était sorti donc chez Barclay à l'époque et c'est sorti en mai 68. Moi qui étais hors société très beatnik, je rentre dans la société s'arrêtent de tourner. C'est pas juste. En tout cas, ce disque, bon, il n'a pas vraiment marché. Non, pas du tout marché. J'ai fait 10 disques chez Barclay qui n'ont pas marché, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Non, Van Gogh n'a jamais marché, il peignait pas mal. ah oui, exactement, oui. Et puis, elles sont réunies dans ce coffret de Marianne Mélodie. Alors, finalement, vous auriez dû au départ devenir avocat, mais c'est la chanson qui vous tentait. En fait, c'est étrange. Ma mère me l'a rappelé à l'époque, quand j'étais petit, comme en France d'ailleurs, à la radio, il fait des orchestres. Oui. Comme Jacques Elian ici, il y avait ça aux Pays-Bas. Il y avait l'orchestre de Métropole Orchestre, ça s'appelait. Il y avait un chanteur, évidemment que tout le monde oubliait, le chanteur d'orchestre, qui s'appelait Max van Praag. Et il paraît que j'ai dit à mes parents, c'est ça que je vais faire. Je vais faire Max van Praag, je vais faire chanteur d'orchestre. Voilà. À 7 ans, quand À même. 7 ans. Et vous avez finalement fait la fac de droit, mais pas longtemps. En fait, j'étais inscrit. Oui. Ça s'est arrêté là, oui. Ben, vous aviez envie d'autre chose, notamment de voyage, je crois. Ah, exactement. Oui, je voulais vraiment voir ailleurs si l'herbe était plus verte, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, mais il y avait quelques livres, évidemment, en France, on connaît Sur la route de Jacques Kerouac, mais aussi des Oui. livres hollandais d'un écrivain qui est traduit en France, qui s'appelle Cees Notenboom, qui parlait beaucoup de voyages. Et quand j'allais à l'école en vélo, parce que c'était à 10 km, quand j'ai passé sur le chemin de fer, j'avais envie de m'en aller. Toujours, depuis l'âge de 14 ans, j'ai déjà fait un fugue à 14 ans. Oui. Déjà, et je crois que ça venait de votre grand-père, Dave, Ben, peut-être parce qu'il était marié, il était sur la route, enfin sur l'eau plutôt. en permanence. Et donc, vous quittez Amsterdam. D'ailleurs, Amsterdam, on l'a un peu oublié, c'est une des rares villes au monde au-dessous du niveau de la mer. Eh oui, comme en grande partie des Pays-Bas, oui. Oui, parce que finalement, ils sont très inquiets en ce moment, parce que le réchauffement climatique est tel que l'eau risque d'être encore plus haute, et qu'Amsterdam risque de se retrouver un petit peu plus en dessous. Ben, on appelle ça, c'est un de plusieurs villes qui s'appelle Venise du Nord, Oui. et ça se passe aussi mal qu'à Venise, oui. Et c'est Ouais. Bruges aussi en Belgique. Eh oui, exactement. Alors, donc, vous décidez un jour de partir d'Amsterdam avec un bateau de 20 mètres, Dave. Ouais, un vieux rafio, hein, parce Oui. que je n'avais pas le moyen d'acheter un bateau de 20 mètres, mais c'était, je dirais aujourd'hui, l'équivalent de même pas 10 000 euros, que j'avais pas non plus, mais je me suis donc fait engager comme guide sur le bateau mouche d'Amsterdam pour faire des sous. J'ai rencontré un autre guide qui moi, je voulais partir en bus Volkswagen, Oui. comme les beatniks, Oui. comme plus tard les hippies. Et lui il était branché bateau, et moi, j'étais branché lui, même s'il n'était pas branché moi, parce qu'il n'était pas homo. Mais on est quand même partis ensemble. Voilà. Et le bateau, c'était le Justus, je crois. Ouais, exactement. D'ailleurs, on avait changé le nom. Ça s'appelle, en fait, il s'appelle l'Étoile de mer. Oui. Et ça porte malheur. Faut pas changer le nom de bateau. Ils ça- finissent par couler plus vite que prévu. Et Et il ça a a été le cas. Ah, il a coulé quand? Il a coulé des années après. Il est rentré dans un rocher dans la mer Rouge. Oui. J'étais plus à bord. Mon ami Joost, il s'appelait Joost, a envoyé une espèce de flèche dans le ciel, et c'est une marine israélienne qui l'a tiré de là, mais très brusquement. Ils l'ont sorti des rochers et l'a coulé à pic. Eh ben, Avec ouais. tous mes livres d'enfance sont Tout. au fond du mer Rouge.
Eh ben, c'est une belle destination. Et puis, ben, justement, il y a une chanson qui évoque une autre maison. Tu habites dans une autre maison. On se voit parfois. Tu cours toujours. Cette chanson, une chanson de vos débuts encore. Ah oui, ça aurait pu être écrit par François Hardy, qui l'aura mieux fait que moi, évidemment. Oui. Parce qu'elle s'est fait sa vie aussi. Elle habite dans une autre maison et il se revoit parfois. Il dort toujours sans elle, mais il s'appelle tous les jours. Je ne vais pas raconter les secrets de la vie, mais tout le monde sait que François et Jacques, c'est un couple à vie, même s'ils ne vivent pas ensemble. Et moi, c'était un peu mon cas. Et moi, j'avais écouté ces chansons depuis 50 ans. Hein. Mais là, comme Marianne Mélodie, .fr a décidé de sortir ça, je l'ai réécouté, ces chansons. Et je ne suis pas mécontent. Évidemment, c'est souvent un peu petit nègre, encore qu'on a... On n'a peut-être plus le droit de dire petit nègre. Comment Oui. on pourrait faire petit black. Oui, voilà. Petit black. Mais c'est très sincère. Quoi. J'étais jeune, c'était intègre. Et d'ailleurs, c'est signé Wouter Levenbach, votre vrai nom. Voilà, Wouter, parce que comme je suis né pendant la guerre et que mon père était juif, même s'il était converti au christianisme, c'était pas le moment de s'appeler Dave ou David. Donc il a pris un nom hollandais, Wouter, qui en allemand est Walter. Donc ça plaisait plus aux nazis. Et Dave, c'est venu quand? Ah, Dave, c'est venu quand j'avais un petit groupe qui s'appelle les Millionnaires, et moi, je m'appelais Dave Rich, et c'est Eddie Barclay qui a dit, quand il m'a signé, Rich, peut-être pas tout de suite, on va garder Dave. Et Dave, c'est David. Mais bien sûr. Et 2 Samuel 1, verset 26, dans l'Ancien Testament, Oui. quand David apprend la mort de Jonathan, il dit, l'amour que je lui porte m'importe plus qu'à l'amour que j'ai pour ma femme. Ça m'avait parlé. En plus, comme il jouait à la harpe pour le roi Saoul, j'ai dit, bah, c'est une jolie fonction sociale de jouer pour le malade, donc je vais m'appeler Dave. Voilà. Et il y a des chansons qui sont nées aussi dans une crêperie. Vous étiez l'idole de la crêperie de la rue Saint-André-des-Arts, je crois, qui existe toujours. Oui, mais c'est devenu une Tex-Mex, évidemment. Ah, bien sûr. Et c'est là que vous avez rencontré celui qui a écrit avec vous cette chanson. Toi le courant qui s'en va loin d'ici semble m'attirer pour quitter cette ville. Ma place n'est pas dans cette vie. L'auteur, c'est avec vous, c'est Charles Brutus Maclay, que j'ai rencontré à mes débuts. Je me souviens de ce personnage étonnant, en kilt, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui je crois que... Oui, là, c'est toujours mon frère, Oui. quelque part. Et on habite ensemble, et ça me fait penser à l'époque en émission avec le célèbre Philippe Bouvard, que oui. vous avez un petit peu connu quand Un même. petit peu, oui. Et quand il nous recevait tous les deux, parce qu'on chantait ensemble, Oui. il a dit, mais qui fait la cuisine qui veut... Et ce pauvre Charlie, qui était totalement hétéro, c'était très embarrassant pour lui, parce qu'on était juste en copains, chacun Voilà. dans sa chambre. Mais c'est un garçon qui avait une voix formidable, mais comme je citais Van Gogh tout à l'heure, du talent, du travail, mais pas la chance. Et sans chance, on fait rien. Voilà. Dès qu'on l'a revu sur M6 il n'y a pas longtemps, dans la France, un incroyable Oui, talent. je l'avais mis là-dedans. Quand Oui. même. Oui, c'est pour lui rendre service. Mais il vit toujours en Angleterre, je crois. Il a été Non, il habite à Paris, c'est le 15e, et il a 2 enfants avec une Française, ce qui lui permet d'avoir 700 € par mois pour pouvoir manger, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà. Et il chante toujours dans les cafés, c'est quand même un peu triste. À 78 ans, ça commence à être dur. Et il y a une autre femme qui a beaucoup compté pour vous, c'est Mick Michel, parce qu'elle a été une des Oui. premières à croire en vous. Oui, elle m'a vraiment donné un coup de main, mais pas qu'à moi. Hein. Elle était présente dans plein de carrières, et à son enterrement, parce qu'elle est partie... elle avait quand même 94 ans, je crois. Et j'étais dans les 2 personnes connues. Il y avait Laurent Gérard et moi. Oui. Et j'étais ému par la présence de Laurent Gérard, que je croyais pas si gentil que ça, et qui finalement s'est déplacé au milieu de nulle part pour être là au départ de Mick. Et ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est vrai qu'elle lui a aussi donné un coup de main quand personne ne croyait en lui. Il ne Ouais. faut pas oublier qu'elle a fait aussi, elle a mené la revue en remplacement de Lynn Renaud, elle a été productrice de télévision, elle a fait des tableaux, et à la fin de sa vie, elle appelait tous ses amis tous les matins en priant pour nous. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, vous Ah, aviez- ça, tous les jours. tous les jours. Et moi, j'appelais le Nana Mouskouri après pour dire la une. Mick. Voilà, tous les matins. Et d'ailleurs, elle a fait une chanson avec vous. Ouais. Le long du port, je reviens encore pour chercher un peu de toi. Le long du port. C'est vrai, une chanson qu'on connaît peu. Et alors, il y a eu les quais et il y a eu le port de Saint-Tropez, parce que vous avez aussi beaucoup traîné à Saint-Tropez à vos débuts, Dave. Ah, j'ai pas traîné, je travaillais. Oui. Je travaillais à Saint-Tropez et j'y retourne tous les ans en Oui. pèlerinage.
Et tous les ans, il y en a de moins en moins. Il y a encore des serveurs et des serveuses de l'époque qui viennent me parler du bon vieux temps. Et j'allais dormir à la Ponche, qui à l'époque n'était pas le grand hôtel que c'est devenu, où la patronne a écrit un livre qu'elle m'a donné un jour. Et heureusement, elle m'a pas dit que j'étais dedans. Parce qu'est-ce qu'on fait quand on donne un livre qu'on est dedans? On ne le lit pas, on cherche son nom. Oui, exactement. Et là, je l'ai lu. Et là, j'étais tombé sur moi. Et à 21h, il y a un chanteur blond aux yeux bleus qui chante. Et c'était bien moi, oui. Et d'ailleurs, vous aviez croisé Eddie Barclay, qui ne vous connaissait pas encore. Eh oh, j'ai croisé. Je chante à l'époque parce que ma sœur avait un disque d'une chanteuse. La chanson s'appelle Pourquoi un pyjama? Oui, Il faut déjà connaître. absolument. Pourquoi un pyjama? Qui C'était chante ça? Régine. qui a Bravo, chanté. Voilà. bravo, vous pouvez rester. On va vous garder. Eh bien, il y a une petite grosse à l'époque qui est venue vers moi en disant c'est moi qui chante. Mais moi, je ne savais pas que c'était. Donc, je dis bonjour, merci madame, c'est bien pour vous. Et après, elle m'a invité au New Jemis. Quand je suis arrivé avec mes cheveux longs, ils m'ont refusé. Mais heureusement, elle m'a vu, m'a fait entrer et on en parle encore ensemble. Voilà. Et il y a eu d'autres choses qui se sont passées pour vous. On en parle avec une autre date, le 2 août 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Dave. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dave, à l'occasion de la sortie de ce coffret chez Marianne Mélodie, 50 ans de chansons, Dave et Patrick Loiseau, Noces d'or. Il y a des chansons peu connues, on les a écoutées, et des chansons très connues comme celle que vous avez créée à la télévision le 2 août 1974 chez Daniel Gilbert dans la célèbre émission Midi Magazine. Trop beau, ça a été votre 11e disque et premier grand succès. Voilà, et c'est drôle d'ailleurs parce que Trop beau en français, on en a vendu, je ne suis pas un homme de chiffres, mais on en a vendu 300 000 et j'ai vendu Sugar Baby Love 400 000 parce que les maisons de disques des Roubettes qui ont créé cette chanson pensaient que c'était pas pour la France. Ouais. Et ben ils sont vite rendus compte que c'était pour la France parce qu'après les Roubettes en ont vendu 800 000 et moi 700 000. Mais donc comme le disque là, on a vendu plus en anglais qu'en français, on a sorti le disque suivant en anglais et en français, en anglais 40 000 et en français 1 million. Donc Voilà. on a compris qu'il fallait mieux que je chante en français. Mais d'ailleurs, je crois que ça se vendait à 10 000 exemplaires par jour à l'époque. Nina, Trop. c'était 40 000 disques. C'est fou, hein. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais alors, il y a quand même une chose, c'est que les programmateurs de radio étaient très sceptiques sur Trop beau. Ah oui, on m'a forcé d'aller chanter pour une émission de vos confrères d'Europe 1, si je m'abuse, qui était en direct à Montbéliard, c'est pas la porte à côté, devant un mammouth qui n'existait même plus, avec Jean-Loup Lafont. Oui, Vous dit quelque chose, oui, non, qui a non, animé une émission à Europe 1 Voilà. pour les jeunes. Et il fallait que je vienne chanter en direct. C'est vrai qu'il y a une note dans Sugar Baby Love qui est très très aiguë, au-dessus du contre-ut, qui est un contre-sol pour les ceux qui aiment la musique et la grande musique qui écoutent l'émission. C'est une note impossible. Et je suis très content d'avoir fait Vanina après. Comme ça, j'ai pu virer Sugar Baby Love de mon tour de chant. Oui, mais en même temps, on se demande si votre voix n'a pas été trafiquée. Parce que C'est ça. Il fallait que je vienne le prouver que c'était pas trafiqué. C'est dingue. Il fallait le faire en direct. Ouais. Et Montbéliard doit son nom à la saucisse de Montbéliard, qui est servie avec un accompagnement de lentilles. Elle a pris son essor au 19e siècle, mais on trouve des traces de son existence en 58 avant Jésus-Christ. Vous saviez qu'on a parlé Montbéliard? Vous savez ça par cœur? Ben, je savais. Non, je savais. Quel métier. Mais quel métier. Donc, à partir de ce moment-là, vous devenez l'idole des minettes, hein, Dave. Ah oui, il n'y a pas de justice. Ah oui, c'était extra. Oui, on a décidé, disons qu'on m'a mis, et c'était très bien, hein, entre ces Jérôme, Frédéric Fonsa, Patrick Juvet, des chanteurs pour Minette. Voilà. Et en même temps, on avait oublié que vous avez failli aller à l'Eurovision pour les Pays-Bas quelque temps plus tôt. Oui, c'est vrai, j'avais fait un succès aux Pays-Bas et j'ai participé, donc c'était en 69, j'étais en tournée, ma première tournée d'été, en première partie avec Nana Mouskouri, qui est devenue une amie, et avec Claude Vega en vedette américaine, comme on disait à l'époque. L'imitateur qui est toujours vivant aujourd'hui. Oui, je sais, oui, qui faisait la calasse. Exactement, et Ouais. Brigitte Bardot. Et Delphine Seyrig, qui faisait beaucoup de femmes, oui. Et l'Eurovision, ça n'a pas marché, ça s'appelait Rien ne va aussi vite. La Niets chanson. gaat zo snel, oui. Mais ça a été quand même gagné par la Hollande, mais pas que, parce que 69, c'est l'année où il y a eu 4 ex-aequo. Il y a l'Angleterre, l'Espagne, la France et les Pays-Bas. Voilà, et la France, c'était Frida Bocara, je crois. Qui a gagné. Et la Hollande, c'était le troubadour avec une fille qui s'appelle Lenny Court, qui a travaillé pendant un mois en vedette américaine de Georges Brassens. Oui, exactement. Ouais. Alors, la seconde chanson qui a marché, c'est bien sûr celle dont vous avez parlé, Vanina. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je
Alors c'est vrai que le nombre de filles qui sont appelées Vanina après cette chanson. Oui, c'est étonnant. Il y a même un de petit Dave après aussi. Mais Vanina, c'était la meilleure amie. C'était parce que malheureusement, elle n'est plus là. C'est la meilleure amie de Patrick et Loiseau. Et quand on a fait... Moi, j'étais au Festival d'Avignon pour France Culture, France Musique, pour Uburois avec Georges Wilson. Oui. Et il a écrit ce texte après Sugar Baby Love. Il fallait trouver une autre chanson forte, évidemment. Et c'est une chanson de Del Shannon qui s'appelle Runaway en anglais et qui a été un énorme succès à travers le monde, mais pas en France. Il y a eu une version déjà d'Orlando qui n'a pas du tout marché. Non. Et donc là, Patrick a écrit un texte. Jean-Jacques Souplet, qui était le directeur artistique à cette époque-là, que je salue au ciel, a dit c'est bien, mais ce serait bien de mettre une nom de fille au refrain. Et il a pensé à Vanina. Et voilà. Alors qu'au départ, il y avait Laura, et je crois que c'est grâce à Laura que Ah, vous avez oui. rencontré Patrick Loiseau à la crêperie de Saint-Germain-des-Prés. Non, c'était dans rue Saint-Jacques, dans un autre endroit où je chante aussi, qui s'appelle The Who's Bar. Et Laura est citée dans Oh Laura, mon cœur est malade. Donc elle a eu sa chanson quand Oui. même aussi. Oui, tout à fait. Mais là, elle est venue un soir avec Patrick Loiseau que vous ne connaissiez pas d'elle. Et non, Laura avait dit à Patrick Loiseau, dont elle était l'ami toujours d'ailleurs, il a dit tu sors jamais, tu devrais venir dans cet endroit, tu vas voir, il y a un chanteur qui chante bien, tu vas adorer, il chante en anglais, etc. Patrick a toujours été branché chanson plutôt française parce que son idole, ce n'est pas moi du tout, c'est François Hardy. Mais Oui. donc il est venu et moi j'ai vu dans un coin une espèce de tas de Joe en mort à Venise et moi j'étais dans le rôle de Dirk Bogarde, Oui. malheureusement. Et on ne s'est plus jamais quitté. Oui, et ça fait 50 ans. Et à l'époque, il y a eu une chanson qui est passée totalement inaperçue et qui aujourd'hui, à mon avis, ferait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Écoute-moi, je ne chante pas pour n'importe qui, ni n'importe quoi. Cette chanson s'appelle Copain, ami, amour. Oui, c'est vrai que j'avais écrit cette chanson, paroles et musique à l'époque. Et je suis allé voir, à l'époque, on pouvait dans la maison de la radio encore aller voir les programmateurs. Après, ils ont compris qu'il fallait mieux éviter pour que les chanteurs viennent pas râler ou donner des cadeaux. Et il y avait un programmateur, comme ils appellent à la radio, qui s'appelle André Marchand, qui Oui. est en même temps danseur au Lido, ce qui était étonnant. Et je suis allé dans son bureau et j'ai vu, à mon grand étonnement, la pochette au mur. C'est un dessin de Patrick Loiseau. Mais je pense qu'il avait mis le disque derrière, parce que ça ne passait pas. Parce que comme c'était une chanson sur l'amour-amitié entre deux garçons, Oui. c'était difficile pour la radio. Et à Europe 1, à l'époque, il y avait une fille qui était plutôt branchée fille et qui aurait pu le passer aussi, mais elle n'a Oui. pas fait non plus. Ah, mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne traitait pas ce genre de sujet. C'était Non. pas censuré, mais déconseillé. Oui, bah, ça l'est toujours un petit peu. Hein. Alors justement, votre vie privée, on n'en parle pas à l'époque, puisqu'il y a des tas de jeunes filles qu'on voit sur les magazines à votre bras, Dave. Ah oui, moi je suis pas contre. Hein. Non, non. J'aime la beauté. Oui. Mais c'est vrai que c'était à chaque fois des coups, il fallait faire parler de soi, donc des opérations montées de toutes Ah pièces. ben, ça c'est sûr, j'ai fait des trucs avec des robes mariées, des choses comme ça. Et c'était un peu n'importe quoi, mais c'était pas méchant. Non, mais en même temps, vous l'acceptiez. Ben, c'est-à-dire que quand je leur ai dit mais pourquoi on fait ça, parce qu'aux Pays-Bas évidemment il y avait déjà beaucoup moins de tabous, beaucoup de tolérance pour ce genre d'exception. Je ne sais pas aujourd'hui si jamais notre prochain président sera d'accord, ça dépend de lequel c'est, mais on ne va pas parler politique parce que je suis toujours pas français. Oui, exactement. Alors, il y a quand même, il n'y a pas que le public qui a cru en vous, vous avez cru en Dieu, et notamment avec cette chanson. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Alors ça, c'est un collector qui est sur ce coffret de Marianne Mélodie. Préparer le chemin du Seigneur, c'est extrait de gospel. C'est Godspell avec Ouais. des paroles de Pierre Delanoë qui avait fait les versions françaises des chansons. Pour le texte, c'était Bernard Giquel. Et ce spectacle m'a permis de rencontrer quelqu'un qui a, dans ma vie, depuis aussi 50 ans, qui s'appelle Daniel Auteuil. On s'est connus pendant les auditions. Aujourd'hui, on a dit casting.
Et on a sympathisé à tel point qu'au moment qu'on allait partager les loges, parce qu'il n'y en avait que 5 pour 10 acteurs, on s'est mis ensemble et on est toujours ensemble. J'ai eu au téléphone il n'y a même pas une heure. Donc... Et il y avait aussi Michel Elias qui est... Ah oui, un homme de la radio, oui, qui a fait énormément de pubs, etc. Mais... Et qui a fait des voix, toutes les voix des dessins animés, le Muppet Show, oui. la Kermit, c'est lui. Oui, exactement. Il y avait Grégory Ken qui a fait beaucoup de voix aussi, qui était d'ailleurs sa graine d'amour, lui. Exactement. Ouais. Alors, comment êtes-vous arrivé dans le gospel? C'était quelque chose... Vous rêviez de AR au départ, je crois. En fait, on m'avait appelé d'ailleurs en direct d'une station de radio qu'on appelait Périphérique à l'époque pour me demander si ça m'intéressait. Et j'étais tout content de dire je peux pas, je suis en tournée. Comme c'était ma première tournée, j'étais tout content. Et on appelait Herbert Léonard, plein de gens pour savoir si on voulait bien participer à R. Et en fait, j'aurais bien aimé, j'aurais peut-être même accéléré le début de ma carrière. Et donc finalement, il y a un Gérard Normand qui sort de R, il y a eu Paul Lapra qui était dans R, c'était plein de futurs chanteurs et vedettes à la chanson qui ont fait R. Moi, c'était le spectacle donc musical qui était suivi par Annie Farag, les mêmes productrices, au même endroit, à la Porte Saint-Martin, où il y avait Armand Altaï, tous ces gens-là. Oui. Et ce spectacle, on l'a pas revu depuis, mais il est tout à fait d'actualité, il pourrait ressurgir. Ah oui, complètement. D'ailleurs, on en a fait plus de 700 devant des salles bourrées à chaque fois. Ouais. Extraordinaire. Et personne n'y pense. On pense à R, mais on oublie un peu gospel. Mais R sera démodé aujourd'hui. Oui. Tandis que gospel, c'est selon l'évangile, selon saint Matthieu, c'est une mise en scène on ne peut plus naïf dans le sens positif du terme. Et celui qui a fait la musique s'appelle Stephen Schwartz, a fait plein de comédies musicales depuis qui ont très très bien marché. L'auteur, en revanche, a été mort du sida avant, Jean-Michael Tabelac. Mais c'est mon université à moi. De faire 700 fois le spectacle, ça m'a appris beaucoup de choses pour la suite. Et la suite, justement, c'est une autre date, le 10 novembre 1979. À tout de suite sur Sud Radio avec Dave. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dave à l'occasion de ses noces d'or, ce coffret de Marianne Mélodie, 50 ans de chansons, 4 CD avec Dave et Patrick Loiseau, votre auteur. On va en parler tout à l'heure, on va l'écouter. Mais là, on revient à une date qui est le 10 novembre 1979. C'est le numéro 1 des Carpentiers et vous êtes chez vous, vous répondez à une interview au téléphone, vous jouez le rôle du chanteur à succès et ensuite vous allez dans une salle de gymnastique. Vous en souvenez? Non. Ah, c'est un numéro 1 spécial sur vous. Ah oui, d'accord. Et c'est toute l'émission autour de vous. Et c'est un scénario, je crois, de Jean-Jacques Debout. Et vous finissez dans une salle de gymnastique en train de chanter en playback. Ça me dit quelque chose. Mais je me souviens très bien de l'école primaire. Et après, ça devient un peu flou. Voilà. mais ça a été une énorme audience. Parce que c'est la première fois où vous étiez vedette, tête d'affiche d'un numéro 1. Ouais, j'en ai fait une aussi avec que des femmes, à part Francis Cabrel, avec qui j'ai fait à la guitare ensemble, ça sur son tube de l'époque, Je l'aime à mourir. Sinon, il y avait Birkin, François Hardy, enfin, que des femmes. Ils voulaient mettre que des femmes à côté. J'étais ravi. Et à l'époque, vous avez déjà vendu plus de 15 millions de disques, et notamment avec cette chanson. Dansez maintenant, tout l'été, aimez-vous sur le sable. Dansez maintenant. C'est extra parce que les nouvelles générations connaissent cette chanson aussi. Oui, bah, c'est quand même Glenn Miller. Hein. Oui. Alors, moi, j'ai vécu avec ce disque-là, j'étais pas là, la même chose. Toute proportion gardée qu'Elvis Presley. Il y a une directeur de programme dans Hilversum 3, c'est la station de musique aux Pays-Bas, qui a cassé le disque en direct tellement qu'il était horrifié parce qu'on avait fait de la composition de Glenn Miller. Ça m'a porté bonheur. Voilà, Je le remercie encore. Oui, ben c'est ce qui est arrivé aussi avec Johnny Hallyday et Lucien Maurice. Lucien Maurice, directeur d'Europe numéro 1, a cassé en direct le disque de Johnny, le premier. Ah oui. En disant vous ne l'écouterez plus jamais. En fait, c'était une chanson exactement enregistrée au même moment par Dalida, qui était la fiancée de Lucien Maurice. Ah, c'est bien. Ceci explique c'est cela. une bonne raison. Voilà. Alors, il se trouve qu'à l'époque, vous faites des tournées, et je crois que votre première voiture de tournée, vous l'avez achetée après avoir ramassé un prospectus dans la rue au Festival d'Avignon. C'est vrai, c'est vrai. Je pense même que c'est le début de... Je ne sais pas si c'est le bonheur ou le malheur, mais parce que, étant un ancien beatnik, pour moi, faire carrière, c'est un gros mot. Oui. Et là, il y avait ces brochures d'une marque suédoise de voitures que je peux peut-être citer. Volvo, oui. Volvo. Et Patrick Loiseau, qui était avec moi, a dit « Mais arrête de rêver, tu n'auras jamais ce style de voiture. » Et ça m'a énervé. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour que j'avais cette voiture. Puis après, comme tout le monde, j'ai craqué pour les voitures allemandes qui ont horrifié mon père parce qu'il n'était pas spécialement branché l'Allemagne. C'était une Mercedes. Oui, mais il fallait bien faire des tournées, et les tournées, il y en avait beaucoup à l'époque. On faisait des centaines de dates par an. Ah oui, absolument. Je pense que les champions de toute catégorie, sans aucun doute, est Serge Lama, qui en fait genre 250, mais moi, j'ai fait pas loin de 200 par an. Oui.
Béco en faisait 300 par an, quelquefois, en chantant 3 fois par jour. Ah oui, ça m'est arrivé d'en faire 3 fois par jour, le 14 juillet. Oui. Alors, le premier gala, d'après mes sources, ce serait le 30 avril 1975 à Bonmal, en Belgique. C'est vrai. Quel horrible souvenir. Enfin, horrible souvenir. Ben, c'est-à-dire, c'était un parquet et les gens ne savent même pas ce que c'est. Un parquet, c'est au milieu d'un pré. On met des planches et on met une tente au-dessus qui fait genre 2 mètres de haut. Et quand on remplit avec des centaines de personnes, ça sent la bière, la transpiration, c'est absolument insupportable. Et comme c'était la première fois que je faisais la vedette, je me suis dit, c'est ça mon avenir. Mais quelle histoire. Je crois que pour faire un peu de décor, on a mis des fumigènes autour de vous. Oui, c'est une idée de Jacques Moroni qui était mon impresario, comme on ne dit plus, et qui me dit, on va faire ça. Ben, plus jamais. Une fois, mais plus jamais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens avoir suivi certains artistes en concert, c'était des chapiteaux avec 3 planches et même on comptait les capsules de bière à la fin parce qu'on était au pourcentage. Les chapiteaux, ça dépend. Il y a les chapiteaux de 6 000 Oui. places, je suis ravi de les remplir, mais ces parquets, comme on disait, ça c'était vraiment assez dur. C'est vrai, et en même temps, c'était une façon d'apprendre son métier. Complètement, oui, oui. Et puis, quand on a juste un succès, il faut remplir, donc c'est pas évident au début. Mais ça a marché tout de suite. Ah oui, pas mal. Et puis alors, dès que votre premier chèque est arrivé, vous vous êtes dit, au fond, si je repartais en bateau. Ben oui. J'avais jamais. Évidemment, quand on fait la Manche, on gagne bien sa vie, hein, il n'y avait aucun problème pour vivre. Mais là, je crois que c'était 19 000 francs à l'époque. Avec 19 000 francs, à l'époque, je dis, je peux vivre 19 ans, pourquoi je vais rester là? Et puis finalement, je dis, puisque j'ai fait un tube, ça en ferait peut-être d'autres. Oui. Et me voilà, 60 ans ou bientôt après, je suis toujours là, quoi. 50 ans après. Oui. Alors, ça a mis du temps à venir, mais il y a un autre qui a connu le même problème que vous, et Dieu sait s'il est célèbre aujourd'hui, et vous en avez été le témoin, c'est Francis Cabrel, qui était en première partie de votre Olympia et qui intéressait personne. Oui, exactement. Il était, comme on disait à l'époque, levé des rideaux, il chantait 3 chansons, il avait ses longs cheveux, il lèvait pas la tête. C'est quand il a fait « Je l'aime à mourir » qu'il a levé la tête et qu'on a vu qu'il avait des beaux yeux bleus. Oui. Mais là, il n'y a pas un journaliste qui a parlé de Francis Cabrel. Et pourtant, les chansons étaient déjà là. C'était son premier album qui s'appelle « Les murs de poussière ». Et c'était déjà l'artiste qu'il allait devenir. Mais il était encore un petit peu impressionné, etc. Mais il le dit toujours, il est très fidèle et très loyal. Et à l'époque, il travaillait dans un magasin de chaussures. Il écrivait ses chansons et il les cachait pour que la patronne ne le voie pas derrière les boîtes de chaussures quand il y avait un client. Ah, je savais pas ça. Il travaillait pas pour Muriel Robin quand même. Non, Non, parce qu'elle vendait des chaussures. Oui, non. Lui, il avait trouvé d'autres chaussures à son pied. Alors, il y a aussi cette presse à sensation. Et un jour, je crois, Dave, que vous avez fait semblant de vous évanouir sur scène pour un journal. Ah ouais, à l'époque, on faisait vraiment n'importe quoi pour avoir la une. Et je me souviens plus quel journal c'était, mais ce genre des journaux à scandale qui avaient. C'est France Dimanche ou Ici Paris. Oui. Voilà, il y en avait que 2 à l'époque. Oui. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Et on m'avait dit surtout, fais attention de ne pas sourire. Parce que sinon, tu vas pas la voir. Parce qu'on a eu un autre, je crois que c'était Sacha Distel qui a souri, donc la photo n'était pas utilisable. Donc moi, je me suis faussement évanoui et j'ai finalement pas eu la une parce que Lama annonçait des faux mariages. Voilà. J'ai eu que le DER, comme on dit. Remarquez, Piaf, elle faisait ça quand elle avait une information à sortir. Elle appelait le directeur de France Dimanche. Elle disait, bon voilà, j'ai telle information, tu me donnes combien? Oui, oui. Et ça marchait très bien. Oui, ça c'est un peu fini. Là, ça rapporte l'argent quand ils disent quelque chose qui n'est pas vrai, qu'on leur fait un procès. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que vous n'aviez prévenu personne et que votre entourage a eu très peur ce soir-là, Dave. Je ne pouvais pas, justement, pour que les personnes ne sourient. Et d'ailleurs, à tel point que quand je me suis évanoui, j'avais un garde de corps qui m'a sorti de là et qui m'a, en avant dans les coulisses, il m'a donné 2 gifles parce qu'il croyait que je... Mais j'ai arrêté de me frapper, tout va bien, je fais semblant. C'était drôle. Remarquez, Claude François a fait la même chose lorsque ça marchait un peu moins pour lui. Il y a des images où on le voit sortir d'un avion sur une civière. C'était aussi un coup monté pour parler de lui. C'était assez courant à l'époque. Oui, très courant, mais ça porte pas bonheur, faut croire. Alors sur scène, vous êtes évanoui au moment de cette chanson. Je n'ai rien décidé, je suis ici parce que tu m'aimes. J'oublie où je suis né. Et quand je dis je t'aime, je ne le dis plus comme mot étranger. Cette chanson, c'est la décision
précision, c'est un thème de Brahms. Ouais, et c'est toujours, encore aujourd'hui, la chanson la plus applaudie de mon spectacle. C'est fou, hein. Ouais, plus que Vanina, du côté de Siswan, Mon cœur malade. C'est parce que c'est très vocal, c'est assez impressionnant et surprenant, et c'est vraiment une chanson. Mais alors, c'est la chanson où les gens se lèvent, quoi. Ils font ce célèbre standing ovation dont on rêve tous, et c'est vraiment une chanson formidable. Et je suis toujours aussi heureux de le chanter. Et comment est née cette chanson? Parce qu'adapter Brahms et en faire une chanson, c'est pas évident, Dave. En fait, à l'époque, les gens ne savent peut-être pas trop, mais quand on est interprète, comme c'est mon cas, on cherche, enfin, le directeur artistique se met à chercher des mélodies, après sélectionner des mélodies. À un moment, on lui a proposé cette chanson-là, cette mélodie-là. Il n'y avait pas de texte, évidemment. Patrick a fait un texte. Et c'est le directeur artistique de la musique classique dans la maison de disques CBS à l'époque, a écouté ça, et c'est lui qui a dit, on ne le savait pas, mais c'est du Brahms. Et en fait, le compositeur allemand avait piqué les idées de Brahms. Voilà. Oui. Mais Brahms avait beaucoup d'humour, je ne sais pas si vous le savez. Non. Un humour ravageur. Un soir, en quittant un dîner, il dit « Si parmi les personnes présentes, il y en a une que j'ai oublié d'insulter, je lui demande de me pardonner. » Ah bon, Oui. c'est du Bouvard. C'est du Bouvard. Oui, et ça aurait pu être aussi d'un autre humoriste qui a repris cette chanson avec un autre texte. Je ne sais pas si vous le savez. Ça s'appelait « Adieu petite fille » et c'est Jacques Martin qui l'a enregistré. Écoutez. Adieu, petite fille, peut-être à une autre fois. Retourne à ta famille. Bien. Hein Je garde C'est exactement la même. Oui, complètement. Il a dû faire après la mienne parce qu'il m'avait toujours dit qu'il adorait. Il y a lui et Bruel, les deux, qui m'ont dit qu'ils aiment beaucoup cette chanson. Voilà, Et j'aimerais bien qu'elle le fasse un jour, ne serait-ce que pour les droits d'auteur, pour Patrick Loiseau, exactement. dont je profiterai un peu. Ouais, oui, exactement. Alors, ces chansons sont considérées comme des classiques, bien sûr. Oui. Et il y en a une qui est aussi un archi-classique. Hélène, Hélène, j'ai froid au cœur, de mon côté de l'équateur, aux antipodes, as-tu trouvé quelqu'un qui t'aime, Hélène? Alors, c'est vrai que quand on écoute ça, et vous avez le sourire, on a tous le sourire, c'est une autre époque de chansons. Ah oui, complètement. Mais disons que je ne veux pas passer pour aigri, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'idées quand même. Je ne sais pas, moi, voici les clés. Je ne parle pas que de mes chansons. Il y avait des idées de textes que je trouvais quand même assez surprenantes dans les années 70. Plus riches souvent que les années 60, moins basées sur le son, mais plus sur le sens. Évidemment, on n'est pas non plus dans du Brassens et du Léo Ferré. Mais il y avait des petites idées quand même que je trouvais sympas. Et Hélène de Kerguelen, je vous jure qu'il ne s'est pas servi d'un dictionnaire de rimes, et il l'a trouvé tout seul. Et les lettres à Hélène, justement, ça correspondait au courrier de fans que vous receviez. Vous aviez un immense courrier, Dave, à l'époque. Ah oui, c'était énorme. Et alors, Lettre Hélène n'a pas tout à fait la carrière qu'elle aurait pu, parce qu'en plein Lettre Hélène, quelques semaines après, Claude François est mort. Oui. Et on ne vendait plus que de Claude François hein, à cette clientèle-là, évidemment. Et ça a un peu arrêté, mais les gens, enfin, les plus de 40 ans connaissent quand même cette chanson. Oui, et puis ceux qui vous ont vu en concert, alors il y a eu les très bons concerts et puis les concerts plus difficiles. Je crois qu'au Pharo à Marseille, ça a été un concert mémorable. Ah ben, c'est-à-dire que moi qui ai fait la Manche longtemps à Marseille et qui ai une grande tendresse pour la ville de Marseille, et que je vois très bien ce qui ne va pas à Marseille, mais moi j'aime beaucoup Marseille. Et juste avant de monter sur scène, un monsieur qui s'appelle Genestar, je me souviens très bien, qui après s'est mis dans le tennis parce qu'il y avait plus d'argent à gagner, m'a dit « Méfie-toi, ici c'est difficile ». Ça m'a tellement énervé que je fais un des plus grands triomphes de ma vie. Alors, ça ne s'est pas passé de la même manière à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une soirée privée. Je Oh là, alors c'est le plus grand bide de ma vie. crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, c'est-à-dire que j'étais en tournée à l'époque avec Europe 1 qui faisait ses grandes tournées, Ouais. on chantait sans date, et on chantait devant au moins devant 5000 personnes, souvent même 20 000, quoi, suivant où le podium était placé, restons calmes. Et au milieu de ça, je fais un gala privé devant 150 personnes, dont le prince et la princesse de Monaco, Oui. et j'ai envoyé la même sauce, quoi. Et ça manque vraiment du métier, j'aurais dû m'adapter, j'aurais dû Oui. être plus calme. Et tout le monde est parti, sauf les deux petites princesses qui sont restées. Voilà. Et c'est vrai que ça a marqué les gens. Oui. Et bien, tout ça n'est pas venu par hasard, comme vous le chantez. Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Eh oui, encore une mélodie
qu'on écoute et sur laquelle on dansait. Bah ça, c'est quand même Nat King Cole, l'original. Et ça, c'est une de mes chansons préférées parce que j'adore le jazz chanté et ça me fait penser à Michael Bublé que j'adore, avec qui j'ai eu le bonheur de faire un duo du côté de Sud-Est quand j'étais sur France 3. Et je lui ai demandé s'il voulait pas chanter une chanson avec moi et tout le monde a dit comment tu peux demander ça à la maison, un star pareil. Et il était hyper cool. Il dit, bah, si tu veux, on a fait ça au piano, c'était très sympa. Chanter avec Michael Bublé, c'est comme chanter avec Petula Clark. C'est des trucs qu'on n'oublie pas. Exactement. Et ce qu'on n'oublie pas non plus, c'est toutes ces chansons qui figurent dans ce coffret, dont on va reparler avec une autre date, le 10 décembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Dave. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dave. Donc 10 décembre 2021, sortie de ce coffret chez Marianne Mélodie, 50 ans de chansons, Noces d'or, 4 CD, Dave et Patrick Loiseau. Pourquoi avoir fait ce coffret aujourd'hui, Dave ? Ça, il faut demander à mariannemelodie.fr. Ils ont eu cette formidable idée. Et nous, on est abonnés à un journal qui tire à 100 000 exemplaires, je crois, dans lesquels il y a des choses parfois un peu difficiles à trouver, mais en même temps, il y a le dernier Alain Souchon et il y a des choses d'aujourd'hui aussi. Mais il y a aussi des films, il y a plein de trucs très intéressants si on aime un peu des choses pas toujours faciles à trouver. Et quand le garçon, le directeur de la prod, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, nous a contactés, mais j'étais surtout très agréablement surpris qu'il voulait faire aussi un des 4 CD avec Patrick Loiseau, parce que ça, personne n'y avait pensé avant quand même. Et il y a donc, Patrick a fait un gros succès à l'époque, 180 000 disques avec Ma parole, aujourd'hui je vole. Oui. Pour quelqu'un qui s'appelle Loiseau, c'est évidemment parfait. Voilà, ben justement, on écoute cette chanson. Ma parole, aujourd'hui je vole. J'en reviens pas encore, mais je décolle. Parole d'oiseau, j'y croyais pas moi-même. J'ai réussi quand tu m'as dit je t'aime. Ma parole. Cette chanson a été un succès, hein. Ouais. Et en 80, je crois. Et même numéro 1 au Québec, en Canada francophone, mais étonnant. Ouais. Alors dans ce coffret, donc il y a les chansons qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a entendues, d'autres de Patrick Loiseau. Mathieu Moulin, qui a tout réuni, a mis 1 an à tout retrouver parce qu'il y avait des choses que vous aviez totalement oubliées, Dave. Ah oui, que j'ai toujours oublié. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des pépites, dans la mesure où les gens qui vont acheter ce disque, ce qu'ils nous aiment bien, parce que sinon on ne l'achète pas, et ils vont être surpris quand même, et c'est tellement important. Une des choses dans le métier qui est le plus difficile, le plus dur, c'est de surprendre. Et c'est comme dans un couple. C'est le plus important, c'est de surprendre votre femme, votre mari, etc. Amenez-la en Venise avant que ça soit enfoncé dans le sol. Il y a des choses pour surprendre. Et là, c'est un album où il y a plein de surprises. Oui, et le couple est complémentaire professionnellement parce que quand ça a commencé à moins marcher pour vous avec le disco, c'est là où Patrick Loiseau a enregistré Ma parole et d'autres chansons. Ben, il n'est pas fait exprès. Oui. Oui. C'est vrai que quand un directeur de la production de l'époque, ça s'appelle le phonogramme à l'époque, a appelé pour nous inviter à déjeuner, j'étais évidemment prétentieux, comme je suis sûr que c'était pour moi. Eh bien non, il a dit très vite pendant ce déjeuner, Dave, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je vous ai invité pour parler de Patrick Loiseau. Oui. J'ai envie de faire un disque avec lui. Et Patrick était un peu flatté, en même temps il est beaucoup trop réservé pour supporter que les minettes se jettent sur lui pour l'embrasser, donc c'est pas vraiment son truc. Non, mais surtout, il a travaillé dans l'ombre avec vous depuis 50 ans. Et pas que pour moi, d'ailleurs. Je crois que sa plus grande fierté, c'est pas une de mes chansons, c'est la chanson qu'elle a écrite pour Françoise Hardy, parce que c'était son idole absolue. Et un jour, Françoise l'appelle pour dire « Je m'en sors pas avec le texte, j'ai demandé à plein de paroliers, personne ne trouve l'idée, c'est devenu Noir sur Blanc, qui est un des derniers succès radiophoniques, et même champion chiffre, de Françoise Hardy. » Et d'ailleurs, il a chanté une chanson qui s'appelle « L'amour s'en va ». On l'écoute. Un beau jour, tu vas me quitter. Si ce n'est toi, ce sera moi qui m'en irai. L'amour s'en va. C'est vrai que vous avez un point commun avec Françoise Hardy, Dave, c'est que vous êtes un homme discret, vous n'êtes pas dans une bande. Non, je m'en suis rendu compte d'ailleurs un jour que... il y avait à l'époque une directrice de programmation, comme on appelle ça dans une station de radio, qui prenait sa retraite, je crois. Et Woolsey avait organisé une soirée, il y avait plein de chanteurs, tous sans leur attaché de presse, sans leur femme. Et on a vu des tables
où les familles des chanteurs se réunissaient. Et je me suis rendu compte que j'étais le bienvenu à toutes les tables, mais je n'avais pas ma table. Voilà. Ouais, c'est peut-être parce que je suis un étranger. Non, et surtout parce que vous avez travaillé en circuit fermé. Je crois que Patrick Loiseau est aussi peintre et a fait des pochettes. Et d'ailleurs que vous-même, les pochettes, vous connaissiez parce que vous aviez commencé dans cet univers, Dave. Oui, oui, mais moi je faisais que des pochettes en plastique. Oui. Quand j'étais encore au lycée, je faisais pas comme la Francelle. Je collais les pochettes, les 3 faces, une pour rester ouverte pour mettre le disque dans une petite usine d'imprimerie. Oui, c'est vrai. C'était mon premier contact avec le disque. Mais c'est vrai que cette attirance pour François Hardy que Patrick a toujours eu a fait qu'il a toujours regardé qui écrivait quoi. Parce que tout le monde ne fait pas ça. Il connaissait les noms des auteurs, des compositeurs, ça l'a toujours intéressé. Voilà, mais en même temps, vous avez travaillé ensemble, c'est-à-dire que lui faisait les illustrations de pochettes. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour travailler. C'est vrai, mais il n'a pas travaillé que pour moi. C'est un de ses plus grands succès, autre que les miens, c'est Mourir auprès de mon amour de Roussos. Il a Eh écrit... ben justement, on l'écoute. Ah bon? Le temps qui nous poursuit ne peut nous séparer. Ça a été un immense succès aussi, ça. Ah oui, quand Patrick est allé à Londres, où il était démis qui était marché très fort en Angleterre, il a été totalement étonné de le voir au petit déjeuner. Démis mangeait 2 poulets au petit déjeuner. Oui. C'est incroyable. Ouais, mais je l'ai vu aussi. Il en a mangé 3 au déjeuner. Il avait une île au large de la Grèce. Ah ouais. Mais c'était Il y a un musée aux Pays-Bas, un musée pour Demis Roussos. Oui. C'était étonnant. Hein, oublié en France alors qu'il était une grande vedette internationale. International, absolument. Et il chantait très, 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 très bien. C'est vrai que Patrick a écrit beaucoup, beaucoup pour Demus. Puis à un moment, Demus lui a demandé de venir à Londres pour enregistrer. Et là, Patrick est avec moi en Californie. Il a refusé. Et donc, il a perdu l'affaire. Voilà. Et puis, justement, vous avez perdu quelques affaires quand ça a moins marché. Et vous avez continué à chanter. Il y a eu des temps difficiles parce que les discothèques à 2h du matin, vous avez connu Dave. Ah ben, c'est-à-dire que dans les années 80, j'étais dans le célèbre creux de la vague, ou dans le désert, comme on dit, encore que dans le désert, il y a beaucoup d'autres chanteurs, donc on est une bande de jeunes dans le désert. Mais c'était l'époque où on chante dans ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est vrai que quand on chante dans une discothèque et que les gens ne viennent plus, parce que justement, vous n'êtes plus du tout à la mode, mais vers minuit, normalement, vous devez passer vers 11h30, et le directeur de la discothèque disait, oui, les autres boîtes sont fermées, on va attendre. Et à 2h, j'étais un peu fatigué, un peu imbibé aussi, parce que faute de faire autre chose, je buvais un petit peu, donc c'était pas vraiment le moment de chanter. Ah, c'est des souvenirs difficiles. Encore que c'est mieux pour un homme, parce que quand on est Gene Manson à l'époque et vivait ça, qu'on hurlait à poil, c'est moins drôle. Moi, on m'a jamais demandé à poil, hélas. Personne ne voulait voir. Non, mais la salle était bourrée et vous aussi, encore, quelque sorte. Bravo. Je savais que vous alliez dire ça. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi une chose très importante, sur plein de pochettes de vos albums, on voit toujours un chien. Et c'est vrai que les chiens ont été pour vous plus importants que les cabots. Ben, c'est-à-dire les différences entre les couples de garçons de l'époque et aujourd'hui, que c'est aujourd'hui, ils se débrouillent pour avoir des enfants. On ne peut pas adopter, donc même si c'était encore pas tout à fait admis le GPA, nous on n'y a jamais pensé. Donc on avait des chiens. Et le problème avec les chiens, que ça dure moins longtemps. Donc on a des souffrances beaucoup à la fin de la vie d'un chien, mais on a toujours eu des chiens avec Patrick. Moi, je vous ai souvent vu dans les rues avec le chien en liberté, car oui. à côté de vous, ne bougeant pas. Oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai eu des chiens, c'est vrai. Et même, vous avez consacré un livre à une chaîne qui s'appelle Les Chances. Oui, c'était écrit par Patrick, mais l'éditeur a demandé que je mette mon nom à côté pour aider à vendre, mais c'est Patrick qui l'a écrit tout seul. Oui, c'était un chien de la Réunion où on abuse de certains chiens, pas tous les Réunionnais, hein, parce que je me suis fait attaquer par des Réunionnais, mais il y a certains pêcheurs qui prennent les chiens et les chats errants pour faire la pêche avec. Oui. On n'a pas pour les pêches aux requins, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et silence, tout ça correspond à un monde dont vous avez rêvé et que vous avez chanté. J'avais rêvé d'un monde où rien ne pèserait, où tout serait léger comme le vent dans la forêt. J'avais rêvé d'un monde où chacun s'aiderait. Ça aussi, je crois que c'est la bande originale d'un feuilleton Dick Roy, un livre de Françoise Mallet-Joris, Oui. qui était de prix Goncourt, qui n'était pas du tout dans le showbiz ou quoi que ce soit, mais son amie de l'époque, Marie... Paul Bell. Paul Bell, elle l'avait beaucoup suivi, elle avait vu le tournée de Marie-Paul, souvent en première partie de Serge Lama, donc ça lui a donné l'idée d'écrire plutôt un livre sur les fans, mais ça s'appelle le Dick Roy, c'était Juvet qui devait le faire, Oui. et Juvet a commencé à marcher très fort partout grâce au disco,
Et on m'a proposé le rôle et j'ai adoré faire ça, mais j'ai à hurler de rire tellement je suis mauvais. Hein. Quand on veut rire avec Daniel Auteuil, on met du Kirwa puis on glisse sous la table tellement qu'on rit. Je ne sais pas faire ça. Non, mais vous avez d'autres qualités, notamment du côté de la culture, avec cette chanson. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisse tomber. Là, ce qui est étonnant, je crois que des fans vous ont fait signer des livres de Marcel Proust. Ah oui, je fais vendre beaucoup de Proust, il me doit un Pierre Chandelle ou ses ayants droit. C'est vrai que c'était une drôle d'idée qui m'a fait peur à l'époque. Je dis à Patrick, on sortait de Vanina, de Mon cœur est malade, de Danser maintenant, qui étaient quand même des textes un peu plus primaires. Je dis, oh là, du côté de Cézanne, tu es sûr? Eh bien, il a eu raison. C'est probablement, en tout cas dans les chansons originales, le plus grand succès que j'ai fait. Oui, mais en même temps, c'était risqué de parler de Proust, de Swann, d'un amour de soi, ou à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Tout à fait, mais j'étais numéro 1, je dis parade à France Inter avec ça, donc ça plaît encore à une autre clientèle, et je pense que c'est grâce à ça que je fais autant de 33 tours, comme disait à l'époque, c'est plutôt à côté grâce à du côté de Swan. Et c'est un jour, le compositeur Michel Sivy m'a dit que c'était basé un peu sur le même système que Milord, évidemment, de chanté par Edith Piaf. Et il y a un refrain qui est très facile à chanter avec un joli couplet et ça donne cet état-là. Barbelivien avait fait un truc là-dessus d'ailleurs qui s'appelle Milady. En réponse à Milord. Mais finalement, on a préféré du côté de Swan. On l'a bien fait. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il y avait en fait au départ 2 musiques de Marguerite Monod sur Milord. Il y avait celle qu'on connaît et une autre. Et Georges Moustaki, qui était l'amant de Piaf, a dit « Je préfère cette version ». Et c'est pour ça qu'elle a été choisie. Et Moustaki, un jour, m'a joué l'autre version qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on a entendu. Ah oui. Et moi, sur la bande, à l'époque, on faisait donc des bandes pour le Revox avec des mélodies. Il y avait une autre chanson dessus, mélodie qu'on n'a pas pris et on aurait dû aussi parce que c'est devenu Je t'aime, tu vois, de Daniel Guichard. Voilà. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que votre culture est allée jusqu'à citer Lamartine dans Vanina, mais ça, personne ne l'a remarqué. Faut-il encore connaître Lamartine? Mais je ne suis pas le seul. Je crois qu'Eddie Mitchell aussi a chanté Seul être roman et tout est dépeuplé. Est-ce que vous pensiez que tout ça aurait duré 50 ans, Dave? Non, pour ce qui est du couple, j'ai dit à Patrick qu'on va essayer de tenir 8 ans. Oui. On l'a bien dépassé. On a plus que 4 fois 8 maintenant, si je compte bien. Et pour les chansons, non, quand j'avais des musiciens, donc j'avais acheté un Ford Transit pour le matériel et j'ai dit au pire des cas, je pourrais habiter dedans. Voilà ce que j'avais prévu. Mais avec le recul, vous imaginez ce que vous avez fait ou ça vous laisse totalement indifférent, vous ne comprenez pas quelquefois? Ah, c'est sûr qu'on n'essaie même pas de comprendre. On essaie aussi de comprendre pourquoi à un moment ça marche plus. Et c'est pas facile non plus. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais lu un journaliste assez connu en Belgique qui écrit peut-être encore pour Journal Le Soir, qui a étudié mon cas aussi. Et il s'est demandé s'il n'y avait pas à un moment lassitude pour le timbre de voix. Et c'est tout à fait possible. Pour vous donner un exemple de quelqu'un dont on a parlé, Francis Cabrel, que j'écoute sans cesse, puis à un moment, j'en ai eu marre. Et puis après, je suis revenu. Ça peut arriver. On ne sait pas pourquoi. Il y a tellement de raisons. Puis il y a eu les années 80 qui ont balayé les années 70, comme les années 60 ont balayé les années 50. Voilà. Et il y a des chansons qu'on n'a pas oubliées, et d'ailleurs qui étaient une chanson prémonitoire, mais je sais qu'aujourd'hui tout va bien et que vous êtes en très bonne santé. C'est celle-ci. Oh Laura, mon cœur est malade. Si tu veux me soigner, tu n'as qu'un mot à dire. C'est vrai que votre cœur a été malade, mais aujourd'hui, on rassure les fans, tout va bien. Quand je l'annonce sur scène, d'ailleurs, je dis toujours, il y a une chanson que je n'aurais jamais dû chanter, il ne m'a pas vraiment porté bonheur, elle s'appelle « Mon cœur est » et le public hurle malade. Donc, il faut croire qu'ils connaissent cette chanson. Et c'est vrai que le Balora, c'était aussi un clin d'œil à cette femme qui vous a permis de rencontrer Patrick Loiseau. Exactement. Il n'y a que Ophélie que je ne connais pas personnellement parce que ça a été Shakespeare, donc ça, c'est pas tout à fait mon époque. Et l'avenir maintenant, vous vivez entre Paris et la Provence et vous continuez à faire des galas dès que ce sera possible? Ah, ben, j'en ai, mais j'en avais, c'était au mois de janvier, pour les xème fois au théâtre Sébastopol à Lille. Oui. Et c'est encore déplacé. Ils annulent pas parce qu'ils annulent, il faut qu'ils payent. Donc ils déplacent. Remarquez, vous avez le temps parce que c'est là où Piaf et Bécaud ont chanté pour la dernière fois. Donc... Oula, peut-être que j'attende un peu. Exactement. Merci beaucoup de renseignements. En attendant, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment, et ils sont nombreux et elles sont nombreuses, de se procurer ce coffret de 4 CD, vos noces d'or, chez Marianne Mélodie, avec des chansons qu'on connaît et d'autres qu'on découvrira avec bonheur.
Merci. Et vous revenez quand vous voulez dans les clés d'une vie. Merci Vous beaucoup. êtes chez vous ici, car comme vous, nous parlons vrai. C'est bien. À bientôt, monsieur Pessis. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.